Alors c'était un vendredi après-midi vers 3 heures. Et puis après, je suis rentrée à la maison et j'ai eu besoin d'aller marcher. Et c'est là que j'ai été marcher dans un parc où je vais me ressourcer. Moi, je l'ai vu dans les yeux du radiologue quand je voyais son écran et qu'il faisait les examens et je voyais qu'il passait avec son... Je ne sais plus si c'est un scanner ou... Enfin voilà. Non, l'échographie. Et je lisais dans ses yeux et sur l'écran, je voyais la tache. Et en fait, c'est là que j'ai eu l'annonce du cancer. Quand j'ai appris la nouvelle, j'avais 38 ans, c'était il y a 20 ans, et j'avais des enfants en bas âge, un mari, une belle vie. Et d'un moment à l'autre, il y a une terreur absolue qui s'installe parce qu'on nous apprend qu'on va peut-être mourir, voilà, et que ça ne faisait pas partie du programme. Et du coup, on va évidemment tout faire pour s'en sortir. Mais la réalité, c'est que quand ce n'est pas forcément un cancer très gentil, il faut se battre et surtout il faut vivre avec une nouvelle réalité. Peut-être qu'on va mourir. Et la différence, c'est qu'avant, on est tous mortels, mais là, on nous donne une statistique de mortalité. Voilà. Et c'est terrifiant. Ma mère a eu un cancer du sein il y a 12 ans. Et la chirurgienne qui l'a opérée a soupçonné chez elle un BRCA, un cas de BRCA qui s'est avéré en fait être le cas. Et j'étais suivie en fait depuis lors, donc depuis l'âge de mes 40 ans. Donc voilà, a priori tout se passait bien. Et en juin l'année dernière, à la suite de l'IRM, on m'a dit vous avez une tache. Je me suis dit là il n'y a pas d'équivoque possible quoi. C'est clair que là ça va être un cas de... C'est sûr que c'est un cancer. C'est difficile parce que on sait que ça va bouleverser la vie de tout le monde quoi. Donc on a aussi envie de préserver ses proches. Mais ça c'est bien passé. C'est difficile à dire parce que tout le monde en fait essaie de mettre des... Je pense que tout le monde essaie de mettre des barrières émotionnelles pour pas surcharger les autres. C'est assez bizarre quand au début, quand j'ai appris que j'étais malade, j'arrivais pas à en parler. J'arrivais pas à dire à mes copines, à mes amis, ce qui m'arrivait. J'étais incapable de le dire. Parce que j'étais dans une forme de déni, quoi. En fait, je pense, après coup, mais... Donc, je laissais mon mari annoncer la nouvelle et le dire. Le cerveau, il est comme gelé. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne ressent plus rien, c'est la sidération. Et le médecin m'a dit, il faut prendre sur vous maintenant. On va vous faire une biopsie, et puis après, il fallait attendre les résultats. Puis j'ai eu de la chance parce que les résultats, je les ai eus le lendemain. Mais oui, c'était difficile, je m'y attendais vraiment pas. Donc je suis sortie de ce cabinet, puis j'avais les paroles de ce médecin en tête qui disait faut prendre sur soi. Je trouvais assez dur quand même comme parole parce que c'est pas tellement empathique, mais en même temps il doit en voir tellement qu'il ne veut pas porter la douleur de ses patientes. Je me souviens que le dimanche, je suis allée marcher au Jura avec mon mari. Et puis je voulais me faire des petits challenges, je me sentais en pleine forme. Par contre, c'est un peu bizarre, on vous dit que vous avez un cancer dans le sein. Et j'avais plus envie de toucher ce sein. Mon corps était... je me disais que mon corps était envahi quoi, par quelque chose de méchant. Alors, au début, il y a 20 ans,
je me sentais perdue autour de ça. Même si j'étais très entourée par ma famille, mes amis, j'ai eu beaucoup de chance d'être très bien entourée. Mais je me sentais très seule. Et c'était difficile parce qu'il n'y avait rien qui était en place autour de moi pour partager ça avec eux. Et on ne veut pas de nouveau partager ça avec ses proches. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à partager, même si ça devrait se faire. On parle de sujets qui sont assez tabous encore. Dans ma maladie, j'ai aussi senti qu'il y avait tous les soins, chirurgie, chimio, auxquels je n'allais pas échapper, mais très vite j'ai senti que j'avais besoin de faire un point psychologique aussi sur un certain nombre de choses qui n'étaient pas liées à la maladie, mais que c'était le moment. Donc très vite, à la surprise des oncologues, j'ai dit mais j'ai besoin d'un psychologue aussi. Et c'était, pour moi, ça avait presque le même état d'urgence. Je dirais que physiquement, j'ai pas tellement souffert, ou j'ai pas voulu souffrir. C'était la peur, ouais, c'était la souffrance psychique qui se voit pas. Et moi, je l'ai géré en faisant du sport, mais j'ai fait aussi pas mal de tourisme médical les 6 mois qui ont suivi la fin de mes traitements. Parce que justement, je voulais apprendre à gérer ces repas. Je suis allée voir une sophrologue, ça m'a pas aidé. J'ai fait de la méditation, ça m'aide un petit moment, mais après ça revient. Finalement, ce qui m'a aidé le plus, c'est de me dire profite de la vie, sois avec les gens que tu aimes, tes amis. J'écris, enfin, vivre normalement, d'écrire. Et la voile m'a énormément aidée. Dans les moments difficiles, en fait, où j'étais un petit peu, pas désespérée, mais vraiment à me dire à quoi bon vivre, ou pourquoi se battre, en fait, pour rester en vie, pourquoi faire, finalement, à quoi suis-je utile, ou, enfin, pourquoi je vis, finalement, je me suis posé ces questions existentielles. Bêtement, c'est mon mari, mes filles, enfin, je veux dire, qui étaient là, quoi, et puis qui me disaient, mais maman, t'es là? T'es là? Je veux dire, nous, ça nous suffit, je veux dire, t'as pas besoin, enfin, d'être là pour faire, je sais pas, quoi, nous aider à faire nos devoirs, nous, on est contente si tu y arrives, mais enfin, si t'es de là, t'es avec nous, c'est déjà énorme, quoi, finalement. Donc, de réaliser ça, c'était waouh, quoi, je me disais, ouais. Traverser l'océan, traverser la maladie, je trouve que c'est assez similaire. En fait, la voile, c'est une jolie métaphore de la traversée de la maladie. Parce que, oui, quand on apprend qu'on a un cancer, on peut se révolter tout ce qu'on veut, ça va rien y changer. On peut paniquer, être désespéré, se rouler par terre, dire c'est pas juste. Ça va faire qu'empirer les choses. Donc on est obligé de composer avec ce qui nous arrive. Quand on est en mer, c'est pareil. Oui, on va regarder la météo avant de partir, on va faire en sorte de mettre toutes les bonnes conditions de notre côté. Mais on ne sait pas, on peut se prendre un grain sur la tête, on peut avoir une avarie, la voile peut se déchirer. Il ne faut surtout pas perdre des pédales, parce que là, ça peut être assez dramatique. Tu sais pas ce qui t'attend, en fait. Enfin, tu te prépares, tu t'évites les risques, tu fais ce que tu peux, quoi. Et puis, le moment où tu pars, tu pars. Et puis, quand t'es parti, tu gères. T'as pas le choix que de gérer, finalement. Donc, pour moi, c'est ça. Cette traversée, ça va être ça, symboliquement, en lien avec cette maladie. C'est que dès le moment où tu n'as pas le choix, quoi. Je veux dire, c'est où tu te laisses aller, où tu fais face. Oui, bien sûr. Oui, merci. Aimez qu'elle accueille. Bienvenue, bienvenue. Ramon, Fata, comment tu es?
espagnol. Oh là là. Le gruyère suisse. Est-ce qu'il y a du wifi? On peut visiter la visite. C'est un cancer qui peut se propager dans n'importe quel organe en fait. C'est pour ça que j'ai eu une ovarectomie d'abord, préventive, puis ensuite une mastectomie double. Et finalement, ensuite aussi une chimiothérapie préventive en fait, pour éviter, enfin, ou tuer en fait, toutes les cellules qui auraient pu se propager dans les organes autres que les seins finalement. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au début, quand on a un cancer, on n'a pas de pathologie qui fait qu'on se sent mal, et puis c'est tous les effets des traitements qui font qu'on se sent mal, et sur une longue durée, parce que après la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, qui fait qu'on est brûlé, et puis que je pense que ça affecte tout le corps. Et puis que ça laisse des séquelles. On descend vraiment à un niveau de fatigue qui devient grand. On met longtemps à remonter la pente, par contre, mais on a le plaisir de... Quand on la remonte, on est content. Hein. L'opération, donc évidemment, des prothèses. Ces prothèses, même si elles sont là, que l'opération s'est bien passée, que j'ai eu une reconstruction directement après la mastectomie, que tout s'est bien déroulé, c'est des corps étrangers, quoi. Puis je disais, mais puis la consistance, elle est très ferme. Moi, ça me faisait bizarre. Je me disais, mais j'avais l'impression d'être une poupée gonflable, quoi. J'arrivais pas à... Donc ça m'a pris du temps, d'accepter finalement, et puis que le corps intègre et que l'esprit intègre aussi ces prothèses. C'est sûr qu'au début, j'étais un petit peu choquée, voire traumatisée. Et j'ai dû me réapproprier mon corps, parce qu'évidemment que j'ai eu une chirurgie importante. Mais suite à cette chirurgie, j'étais assez contente finalement du résultat, et surtout très soulagée, parce que je me disais que finalement, ça m'a permis de passer à autre chose et de me décharger d'un poids important. Le traitement le plus insidieux, je dirais, c'est l'hormonothérapie. On nous dit qu'on va la prendre 5 ans, puis c'est presque 10 ans, puis... Pour certains, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça veut dire que pendant des années, on prend encore un médicament qui donne mal aux doigts, mal aux pieds. Quand on se réveille, on est engourdi. Si on dit au médecin qu'on les aime pas tellement, il dit vous préférez ça ou recommencer peut-être une chimiothérapie? Puis on dit bon, alors c'est un peu l'épée de Damoclès quand même. Finalement, après, au-delà de tout ça, il n'y a pas grand-chose de visible. Hein, c'est spécial, quoi. Puis après, on me disait, bon, les traitements sont finis. Oui, mes traitements sont finis. Alors, tu recommences à travailler? Non, je ne vais pas recommencer à travailler parce que ça ne va pas. Moralement, ça ne va pas. Je suis épuisée, je suis fatiguée. J'ai commencé un traitement en hormonothérapie qui me convient pas, qui me fatigue. J'ai mal partout, ça me déprime. Il faut s'expliquer. Enfin, en public, les gens ils vont pas tout le temps vous dire ah, j'ai peur de rechuter de ça. Mais dans les cabinets, je crois qu'ils déversent pas mal leur peur. Une fois que tu as mis le pied dedans, quand on a eu un cancer, une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'en sort plus tellement. Même si on est guéri, on aura toujours des contrôles. Enfin, moi, je vais faire des contrôles à vie.
Alors là, ça, c'est assez dur hein, d'aller refaire ces mammographies. C'est assez dur. Dans la vulnérabilité, on doit compter sur les autres et donc sur l'équipe des médecins. On doit dialoguer, on doit expliquer, on doit un petit peu aussi se révéler. Hein. Donc forcément, là, je pense que pendant cette traversée, ça va être ça aussi. C'est qu'on va tomber les masques et puis on sera chacune nous-mêmes. Et je pense qu'on va partager nos expériences. Je pense qu'on va se rendre service les unes les autres et on n'aura pas le choix que de s'épauler. Et forcément que de faire face à ce qui va nous arriver et puis d'être là, main dans la main. Donc pour moi, ouais, la symbolique, elle est là. Je vais continuer avec les... C'est la prochaine lettre, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, demain. Parce qu'elle nous envoie. Ouais, justement, ouais. Parce qu'on l'a sortie d'ici. J'ai pas pris les mêmes parce que... Bon, je peux passer ou bien... Qu'est-ce qu'on fait avec les boîtes de conserve? Ça, c'est très bien parce qu'on va mettre les livres. Oui, c'est parfait. C'est top. Ouais, on va les garder. Vous savez quoi? Je suis pas sûre qu'on ait assez de fromage. Ils sont Là, un paquet d'œufs qu'on peut peut-être mettre au frigo. Soit là, soit à l'extérieur. C'est que celui-là. Il y a des ciseaux? Ils sont dans la carte. Ouais, mais là, on n'arrive pas à mettre plus. Ça. Non, on reste comme ça, on a dit. Hein. Elisabeth, on va comme ça. On se Ouais, bah sinon, on perd Ah, Toujours libre. T'as dit quoi? Je sais pas entendu. Ce qui est difficile quand même, c'est que après, on est dans des statistiques. Donc moi, enfin, j'ai vu dans mes résultats, c'était taux de survie, risque de récidive à 10 ans, 11%. Mais 11%, c'est pas beaucoup. Parce que 11%, enfin, je suis retombée dans les statistiques normales. Aujourd'hui, on sait qu'une femme sur 8 va développer un cancer dans sa vie, un cancer du sein. Donc moi, je suis retombée dans ces chiffres. D'avoir survécu au cancer en étant relativement jeune, ça m'a quand même permis de profiter de la deuxième partie de ma vie avec plus de conscience et plus de reconnaissance et plus de gratitude. Et dans ce sens-là, j'en veux pas à la nature de m'avoir infligé cela parce que j'ai eu la chance de m'en sortir. Et de ce côté-là, il faut aussi admettre que je pense que c'est vraiment grâce à ces traitements lourds et violents que je suis encore là aujourd'hui parce que je pense que le pronostic, il n'était pas forcément très bon. Puis après, il y a le contre-coup, quoi. Le contre-coup, une fois que j'avais fini tous les traitements, tout à coup, une espèce de lassitude et puis ouais, je suis tombée en état un peu dépressif, quoi. Parce que tout à coup, j'avais pas réalisé, je sais pas, j'avais pas vraiment tout bien digéré encore. C'est vrai que c'est assez classique quand on a eu un cancer du sein. Pendant les traitements, on a tellement de gens qui s'occupent de nous, on est rassurés, on est coucounés. Après, ça s'arrête, il n'y a plus rien, on est seul au monde avec ces angoisses. Je trouve qu'il y a on parle beaucoup du cancer avant, de la prévention, le suivi, en tout cas en Suisse, dans le réseau du sein de zone où j'étais, c'était fantastique. Puis après, plus rien. Et je me souviens qu'un jour, je me suis fait une crise d'angoisse 6 mois après. Tout de suite, on s'est posé des questions sur mon état psychique, machin.
Mais rien à voir, c'était le contre-coup. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, les thérapeutes, je ne suis pas sûre qu'ils soient bien au fait de ça. J'ai pu me faire aider en fait, voilà, en faisant de la sculpture, en parlant, en voyant une thérapeute. Et ça a pu un petit peu, ça m'a permis d'extérioriser tout ce que j'avais en moi finalement, tout ce qui était là. Alors il y a des personnes, je pense, qui chantent, il y a des personnes qui écrivent. Ouais, il fallait que je puisse verbaliser d'une manière ou d'une autre, puis aussi un petit peu exprimer comme ça. Ouais, la sculpture, ça m'a aidée. Et puis ensuite, avec une ergothérapeute, là, avec le travail de la photo, quoi, comme des espèces de... Ouais, c'est un recentrage à travers une activité finalement qui dit ok, mais comment t'es, comment tu te sens, comment tu ressens ce qui t'arrive, mais même physiquement finalement. Il ne faut pas être naïf. C'est pas la vie. On traverse la vie avec des. Certaines personnes ont une chance incroyable d'être en extrêmement bonne santé toute leur vie. C'est génial. Mais la réalité, c'est que les maladies existent, elles peuvent arriver. Et qu'il faut faire face avec détermination, avec confiance. Et c'est quelque chose qu'on a construit tout au long de sa vie, la confiance. Et il n'y a pas de travailler là-dessus, c'est important. La confiance en soi, faire face. Et je pense qu'on n'est pas égaux depuis la naissance avec ça. Puis après ce cancer, je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas combien d'années je vais encore vivre. J'ai envie de bien vivre ces années. Et j'ai eu envie de faire de la voile. Bien, voilà. Tout d'un coup, je me suis mis en tête de faire le tour du monde à la voile. Moi, enfin, j'aurais pris 1 année, 2 ans de congé non payé. J'aurais acheté un bateau, puis ciao, je pars faire le tour du monde. Seulement, je ne suis pas seule, donc je suis mariée. Et puis, ce n'était pas tout à fait dans le programme de mon mari. Et je me suis dit, mais je ne vais pas attendre qu'il soit prêt, qu'il soit à la retraite. Qui sait si je serai toujours de ce monde d'ici là. Bon, c'est ce que je me disais il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai repris confiance à ce niveau-là. C'est parfait. Regarde, là c'est en train de calculer à chaque fois quel est le meilleur endroit où aller. Et puis, il nous fait descendre et voilà. Oh putain, t'as vu, ça chauffe, ça chauffe. En fait, il y a des dépressions en Ça haut. descend, hein. En Il y a haut, une dépression. en haut, ça chauffe. En haut, ça chauffe à fond la caisse. Ouais. Moi, j'ai Pas pas calculé à 15 jours, ça veut dire qu'on est quasiment arrivé en Martinique. C'est incroyable. Ouais, parce que ça, c'est le routage. Après, c'est comment se comporte le bateau. Peut-être qu'on ira pas aussi près des côtes africaines. C'est quand même là. On aura plein de temps pour apprendre à faire des nœuds et tout. Comme vous savez, moi, j'aime bien transmettre. Et puis, j'ai des profs de voile. Donc, j'espère que vous allez vraiment profiter. Ensuite, ici. C'est les balises. Alors, je l'avais regardé toutes les dates. Ça, vous mettez dans la banane. Après, dans chaque manœuvre, dès que tu fais une manœuvre, tu notes. Dès que tu allumes le moteur, tu notes. Dès que tu éteins les moteurs, tu notes. Donc, alors, au niveau des communications, J'ai décidé de monter un projet. Mais le déclic, je crois qu'il a eu lieu dans le cabinet de mon médecin, là, du docteur Didier Jalut, mon oncologue, lors d'un contrôle de routine. C'était en septembre 2018. Je vais faire mon contrôle. Et puis sur son bureau, j'ai vu qu'il y a des petits flyers qui traînaient, parce que lui, il se bat pour promouvoir le sport auprès de ses patients et de ses patientes, parce qu'on sait que le sport aide à prévenir les récidives du cancer. Et sur le ton de la boutade, je lui ai dit, mais
Vous voulez pas soutenir des femmes qui font une transat à la voile, par exemple? Puis il m'a dit, ah ouais, super, c'est génial. Bah, allez-y, montez un projet. Nous, on va vous soutenir avec le réseau du Lausannois du Sein. Mais il me connaissait mal. Enfin, je suis rentrée à la maison. Le soir, j'ai pondu un concept. Je l'ai envoyé le lendemain matin. Et puis c'était parti. 3 semaines sur un bateau, à partager jour et nuit. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il y a des quarts. On va être en permanence à s'entraider. Et j'espère que ce sera vraiment l'occasion de partager des émotions, de partager des aventures, nos tristesses, nos joies, nos inquiétudes, et de pouvoir, en parlant de est-ce qu'il y aura un après, de garder après cette solidarité et cette force qui va. Moi, je pense qu'il y aura une force qui va sortir de cette aventure. Je me suis dit, pour moi, ça devait se faire, c'était inespéré. C'était un moment donné où j'étais pas bien, ouais, ça allait pas fort du tout. Puis j'avais cette hormonothérapie là, qui me faisait souffrir comme pas permis. Puis c'était vraiment incroyable, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est fabuleux. C'est un cadeau, quoi. Je peux pas dire ça autrement, quoi. C'était incroyable. Ce qui m'intéresse dans ce projet de transat, c'est pas forcément de faire la traversée de l'océan, mais de traverser cet océan avec des femmes qui ont dû traverser quelque chose et pour qui cette traversée, ce sera peut-être une forme d'exorciser, une manière de tourner une page. Le message de ce projet, c'est tenir le cap après un cancer du sein. Donc au départ, j'avais envie quand même de partager autour des peurs, j'avais envie de comprendre si les autres vivaient la même chose. Mais plus le projet avance, on n'est pas encore parti, hein, mais plus le projet avance, plus je m'aperçois que finalement, c'est juste de vivre une belle histoire, d'être dans l'instant présent, puis peut-être de laisser tout ça derrière. C'est une forme de challenge et c'est un projet qui me fait revenir, en fait, qui me rattache à quelque chose d'essentiel, je sais pas, vraiment des vraies valeurs, et puis de revenir dans un projet, et puis de me retrouver aussi là-dedans, en fait, qui me redonne de la force, en fait, et puis des raisons d'aller de l'avant, quoi, d'aller de l'avant. Et puis quand je vois mes coéquipières là, qui ont traversé des moments aussi difficiles que les miens, voire plus, et puis avoir la niaque et être pleine d'énergie, bah, forcément, ça me porte, quoi. Combien ont pleuré? Waouh! Bravo les filles! Bravo! Bravo! Vous êtes les meilleurs! On est fiers de vous! Alors moi, ce que je me réjouis d'observer le plus, c'est l'horizon, les levées du jour, les couchers du soleil, le nombre de jours qui passent, les étoiles. Je me réjouis d'observer la courbure du globe et je me réjouis d'observer la force des alizés qui va nous emmener de l'autre côté. Même si on navigue faux, je pense qu'on va traverser quand même, donc je ne me fais pas de soucis. On va être porté par la terre qui respire dans ce sens. Moi, je pense que ça va être une bonne leçon d'humilité et puis une sacrée expérience de vie, je pense, qui va être riche pour nous et puis aussi peut-être pour d'autres personnes et puis pour d'autres expériences, j'espère, en tout cas, qui déboucheront de cette transat. C'est un déclencheur, Rose Transat. C'est un déclencheur, un trigger, pour que ça donne de l'impulsion à d'autres projets, donner l'envie aux femmes de ne pas lâcher, de trouver le courage, jamais abandonner. Et certains projets sont déjà en train de se mettre en place. Donc oui, un sacré déclencheur. Ce qui va être beau, c'est que je sais qu'on aura un comité d'accueil, il y a plusieurs personnes, plusieurs amis, des conjoints qui vont venir nous attendre, ça c'est magnifique. Je pense que je serai contente de retrouver mon mari,
quand même, après 3 semaines de séparation. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Et même après 40 ans, je serais contente de le retrouver au bout de 3 semaines, d'avoir à nouveau un peu d'intimité, parce qu'on va partager aussi beaucoup notre intimité les unes avec les autres. Et je pense que ça va nous souder pour la vie, ce projet. Je pense que ça va nous souder pour la vie.